Chers auditeurs d'Europe 1, j'imagine que vous avez mille et une questions évidemment autour de ce nouveau pape qu'on a tous découvert. Le monde a découvert Léon XIV hier aux alentours de 19h30 et on y répond ce vendredi après-midi avec notre équipe. On est en direct avec Frédéric Michel. Cher Frédéric, bonjour, vous êtes envoyé spécial Europe 1. D'abord, racontez-nous, depuis ces 24 heures depuis Rome, la fumée blanche, la découverte de Léon XIV, ses premiers mots et son homélie ce midi. Vous a-t-il conquis, du moins, est-ce qu'il a conquis les fidèles qui étaient présents sur la place Saint-Pierre ? Bonjour Elliot, bonjour à tous. D'abord, les fidèles hier présents sur la place Saint-Pierre ont mis un peu de temps, un peu comme moi, à savoir qui arrivait à la loggia, comme on l'appelle, le balcon central de la basilique Saint-Pierre. On a compris que c'était Léon XIV, puisque c'est le cardinal français, le cardinal corse, Dominique Mamberti, qui l'a annoncé au monde, Habemus Papam, mais on ne savait pas exactement, on n'a pas reconnu tout de suite le visage. Et j'étais à côté d'Italo-américains qui m'ont tout de suite dit c'est le cardinal Prévost, c'est un cardinal américain. Il a conquis très rapidement le public par sa simplicité, une certaine timidité, même si on en parlera peut-être. C'est un homme très connecté. Il a beaucoup de tweets sur X, plus de 400. Il s'intéresse beaucoup à différentes questions et on en reparlera sans doute. Mais c'est vrai que personne ne le connaissait trop bien. Mais le public semble, dans les premières minutes et aujourd'hui aussi, semble en tout cas conquis. Et ce matin, la messe était en privé. Alors je ne peux pas vous dire si en effet aujourd'hui le public a entendu l'homélie du nouveau pape avec des mots très très forts. En tout cas, son nom, Léon XIV, même si là il y a des spécialistes qui en parleront mieux que moi, rappelle le Léon XIII, proche des pauvres, proche notamment des ouvriers et doctrine sociale de l'Église. Exactement, la doctrine sociale de l'Église. Et pour finir, son profil aussi, évidemment, c'est le premier pape américain, mais il a vécu longtemps au Pérou. Il est depuis quelques années ici à Rome, dans la gouvernance. C'est un homme de terrain et c'est un homme d'écoute. Un homme un peu plus calme aussi, plus posé que François, qui a un peu aussi bousculé la curie ici à Rome. Eh bien, vous restez avec nous, Frédéric Michel, parce que s'il y a des spécialistes dans le studio d'Europe 1, je veux absolument avoir le poumon romain, savoir un peu comment ça se passe du côté de Rome et la basilique Saint-Pierre. Un grand merci donc Frédéric, et n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Donc pendant notre premier débat, je cite donc le pape Léon XIV. Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, avec des contextes où on lui préfère d'autres certitudes comme l'argent, le pouvoir, le plaisir. C'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames. Constantin de Vergennes, est-ce que vous connaissiez, franchement, en toute honnêteté, vous connaissiez un peu Léon XIV avant qu'il ne devienne Léon XIV, le cardinal Prévost ? Le nom, oui, la personnalité, non, pas très honnête. Il était effectivement très, très discret. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait rien, puisqu'à Rome, il avait été notamment en charge de superviser les nominations d'évêques. Donc c'est vraiment lui qui épluchait en fait tous les dossiers des noms qui étaient proposés pour être évêque. En plus, il était à la tête donc de l'ordre de Saint-Augustin, qui est un ordre religieux, mais c'est évident qu'il était d'autant plus discret d'un point de vue européen, qui était missionnaire au Pérou. Donc ça, c'est quand même très très loin de chez nous. Donc il n'y a pas vraiment de raison que les médias européens s'intéressent aux missionnaires au Pérou. Et en plus de ça, sa carrière, si on peut dire, sa carrière ecclésiastique a été fulgurante. Donc c'est vraiment un pape jeune, 69 ans, relativement inattendu parce qu'il était quand même dans la fameuse liste de ce qu'on appelait les papabilés, c'est-à-dire les cardinaux qui pouvaient être élus pape. Mais c'est vrai que c'est une figure assez surprenante qui a sans doute fait, même sûr, qui a recueilli donc les 2/3 des suffrages assez rapidement, parce que l'élection a été très rapide, ce qui montre bien qu'il pourrait apparaître comme une figure de compromis entre les diverses tendances dans l'Église. Tout ce qui se passe dans le conclave reste dans le conclave, mais on commence à avoir quelques indiscrétions. Il se dit que ça a été un plébiscite pour Léon XIV. 01 80 20 39 21, il est 16h10 sur Europe 1 si vous souhaitez réagir. Si vous avez des questions autour du pape Léon XIV, n'hésitez pas.
il y a de nombreux spécialistes. Que faites-vous, Olivier d'Artigol? Dites-le aux auditeurs d'Europe 1. Vous avez plein de papiers. Vous êtes devenu le conclave le spécialiste je suis passionné. du conclave. Pépone peut s'intéresser à Don Camillo. La religion n'est plus l'opium du peuple, alors. Non, je suis passionné. Et j'ai donc conservé des articles sur un peu les bookmakers, sur les favoris, sur les Papa Billy. Et donc, je pensais peux regarder c'est pas la finale de Ligue des Champions. Et je peux donc regarder aujourd'hui qui avait annoncé Robert Francis Prévost et qui ne l'avait pas annoncé. Et qui l'avait annoncé? Olivier d'Artigol. Non, mais tout ça. Si, donnez l'information. Maintenant, vous commencez. Si, parce que vous avez essayé de cibler Charlotte Dornelas. Non, je ne cible jamais Charlotte Dornelas, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui est une grande journaliste. Je suis pas cardinal et que c'est pas un mais loto, c'est vrai quoi. que là, le Figaro du 5 mai en annonçait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans les 12, il y avait donc Robert Francis Prévost. On a hésité à en mettre 133 pour être sûr. Et donc, vous êtes en train d'attaquer le journal du dimanche? Non, que je lis tous les dimanches. Je constate que Olivier d'Artigol commence l'émission en attaquant le journal du dimanche. Non, mais ça confirme la règle, c'est-à-dire qu'on dit que lorsqu'on rentre pape au conclave, on en ressort cardinal. Paroline est rentré pape, il en est sorti cardinal. Mais non, mais la parole est à la défense. Cela n'a pas été vrai pour Pie XII qui était favori en 39, pour Paul VI qui était favori en 63, et pour Benoît XVI qui était favori en 2000. Non, il n'était pas favori. Benoît XVI, quand même, il avait une grosse cote. Non, il n'était pas pabilé. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille sur ce terrain des favoris, des outsiders. Olivier d'Artigol qui nous parle de bookmaker. Je peux vous dire que moi, je me souviens des favoris pour Matignon. J'en ai encore des traces dans le dos. Il manque chez Olivier d'Artigol ce que souhaite aujourd'hui Léon XIV, la foi. Qui nous empêcherait. Je suis agnostique. Vous parlez. Je vais vous dire quelque chose. C'est vulgaire ce que vous nous dites cet après-midi. Je suis agnostique. Je pense qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à le définir. Chaque fois que je me déplace dans une ville, je vais toujours sur 2 lieux, dans l'église et au monument aux morts. Ah, c'est beau. Tout le temps. Ah, écoutez. Et dans un stade de foot aussi ou pas? Non. Ok. Charlotte Dornelas. Non, mais dans un stade de. Je sais pas qui est vulgaire là aujourd'hui. Vous m'attaquez. Je vous ai défendu pendant. Là, ça fait 12 minutes très précisément. Non, mais l'église, le monument mort et les stades de foot, c'est sympa le foot. Non, mais pardonnez-moi, j'ai dit aussi, j'ai pas dit. Vous avez essayé de comparer les églises au stade de foot. Faisons la paix. Que la paix soit avec vous. Charlotte Dornelas m'attaque, mais là, alors dès le vendredi après-midi aussi, Charlotte Dornelas. C'est de la taquinerie sympathique. Bien évidemment, qui aime bien, châtie bien. Charlotte Dornelas, est-ce que, bon, évidemment, il est peut-être un peu trop tôt pour. La question n'est pas de juger positivement ou négativement un nouveau pape, mais est-ce que vous avez été conquise par le pape Léon XIV, ses premiers pas et ses premiers mots? Alors bon, c'est pas d'abord une opération de séduction. Hein, non, mais je veux dire conquise, c'est pas. Non, mais c'est vrai, il y a pas ce rapport-là. Moi, j'étais heureuse de voir le nouveau pape, de découvrir son visage. J'ai trouvé qu'il avait un visage de bonté absolument réel. Il est arrivé à la loggia, pour reprendre le mot, avec ces mots que la paix soit avec vous. Et ce matin, il a fait un très bon sermon, en effet, sur la. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant parce que dans la papauté précédente, le pape François nous parlait souvent des périphéries qui étaient ailleurs. En gros, il pensait que le cœur battant de l'Église était en Europe et que les périphéries, donc par définition, étaient ailleurs. Et dans son sermon ce matin, le pape Léon XIV a parlé de la périphérie spirituelle qui était l'Occident. Il a vraiment parlé du manque de foi, des drames que ça générait, vous l'avez évoqué. Et donc, il a remis aussi la question de l'athéisme, soit de fait, soit subi, comme vraiment une préoccupation immense pour l'Église. Donc, il y a une sorte de synthèse chez lui que tout le monde voit depuis hier. Bon, on verra en effet au fil du temps. Mais en fait, j'ai réagi sur votre mot séduite parce que de toute façon, c'est mon pape. Celui-là, le précédent, celui d'avant. Il y a des points d'accord ou de désaccord qui peuvent naître au fil du temps. Et c'est plutôt beau. C'est que je ne fais pas partie d'une secte. J'en suis ravie, voyez-vous. Je vous propose qu'on écoute une partie de l'homélie, justement, du pape Léon XIV. Vous êtes déjà très nombreux à vouloir réagir. 01 80 20 39 21. C'était la première messe ordonnée par le pape Léon XIV dans la chapelle Sixtine, si je ne m'abuse. Absolument. Oui. Première fois que ce moment est télévisé, non? J'ai pas souvenir. Ouais. Ah, c'est une bonne question. Constantin de Vergennes. Oui. Ce qui veut dire quelque chose aussi. On écoute Léon XIV.
Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux faibles ou aux personnes peu intelligentes, des contextes où on lui préfère d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Évangile et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés ou au mieux tolérés et pris en pitié. 16h15 sur Europe 1, 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir, si vous avez 1001 questions, j'imagine, autour du pape Léon XIV. Prenez votre téléphone et nos spécialistes tenteront d'y répondre. Oui. On est en direct avec Olivier. Bonjour, cher Olivier. Vous souhaitez parler de Léon XIV. Quelle est votre question, Olivier? Alors, ma question, c'est pas une question, c'est une réflexion, en fait. J'ai été très surpris que ça soit un pape américain, bien sûr. Enfin, un Américain qui soit élu pape, autant pour moi. Je le fais à l'envers. Moi, j'espérais que ça soit notre beau cardinal de Marseille qui soit élu, mais bon, bref, ça sera peut-être pour la prochaine fois. On verra bien. Bon, enfin bref, pour finir, je pense que c'est pas anodin. On est au 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On voit que tout va mal sur le monde. Bon, en France, ça va, mais il y a l'Ukraine, il y a Israël-Gaza, il y a maintenant l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan. Je pense que ça, on fait effet. Et je pense que le pape, comme étant américain, il va essayer de calmer les ardeurs d'un célèbre Donald Trump qui un jour dit jaune, le lendemain dit vert, le surlendemain dit noir. Donc, qui appelle régulièrement à la paix, qui m'a pas l'air si belliciste que ça pour l'instant. Il veut juste envahir le Canada et récupérer le Groenland au Danemark. Il est le premier à négocier aujourd'hui pour la paix en Ukraine, par exemple. J'essaye aussi d'apporter un peu de nuance. Mais oui, si je résume, Olivier, en fait, vous considérez que c'est une élection plus politique que religieuse, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il me semble, d'après ce que j'ai entendu, que son premier déplacement sera à la frontière américano-mexicaine, où il y a le mur. Je n'avais pas cette information-là. Je la découvre en direct avec vous. Et Olivier, vous avez peut-être des informations plus précises que nous, mais non, je ne travaille pas. Je travaille pas pour les services secrets, tout ça, mais j'ai entendu ça. Donc, il me semble que son premier déplacement ce serait là-bas, justement pour faire un contrepartie contre Donald Trump. Voilà, là, je demande de fact-checker ça par Constantin de Vergennes, qui est journaliste à France Catholique, parce que je crois que justement le choix de la destination du premier voyage du pape va être observé bien sûr avec une grande attention, mais pour l'instant on n'a pas d'éléments concernant cette première visite papale. Non, alors il faut vérifier à moins qu'effectivement l'information soit tombée dans les dernières secondes. Mais pour l'instant, l'horizon, c'est la messe d'intronisation le 18 mai. Donc voilà pour ce qui est de l'horizon du pape. Juste un point sur le fait, je pense qu'il ne faut pas trop accorder d'importance au fait qu'il soit nord-américain, parce que d'abord... Mais c'est une question que tout le monde se pose, croyant comme non-croyant. C'est de savoir si est-ce que le choix du pape est aussi un choix politique, puisque on rappelle le chef de l'Église, mais aussi un chef d'État. Alors ça, déjà, on le verra dans les prochaines semaines, prochains mois. Du point de vue de sa famille, par son père, il est français. Les origines françaises-italiennes par son père, espagnol par sa mère. Il est né aux États-Unis, mais il était missionnaire au Pérou. Il a travaillé à Rome, donc il est plutôt presque international ou plutôt universel. D'ailleurs, catholique, ça veut dire universel, donc ça tombe bien. Même sa façon de parler italien, il parle très très bien italien, donc ça montre bien que c'est pas un Américain qui vient avec ses gros sabots, avec son gros accent. Donc, je pense pas qu'il faille voir même une ingérence. Et d'ailleurs, si je me permets, hier à la loggia, il n'a pas parlé en anglais. Il a parlé en espagnol, il a parlé en italien. Il l'a fait tout à l'heure. Oui, ce matin, lors de son homélie, ou lorsqu'il a ordonné la messe. Vous avez entièrement raison, Gabriel Cluzel. Sur la question, est-ce que c'est plus politique que religieux ?
Alors moi, je pense qu'il faut faire attention à pas confondre le Saint-Esprit avec Kamala Harris quand même. Il s'agissait d'un conclave sur lequel était censé souffler le souffle du Saint-Esprit. Donc, et je pense pas que les cardinaux soient dans une démarche absolument politique. Tout le monde veut absolument que ce soit un contrepoids à Donald Trump. Alors, vous savez, en plus, connaissant Donald Trump, d'ailleurs, il a fait... C'est vrai qu'on a relevé beaucoup de tweets, on a exhumé des posts sur X montrant qu'il s'opposait sur la question migratoire à ce qui avait pu être dit par Vance ou par Trump. Néanmoins, convenons que ceux qui en font un pape progressiste se fourrent un peu le doigt dans l'œil, parce que sur la question de l'avortement et de l'euthanasie, il est complètement en ligne avec les conservateurs. Il est plus d'accord avec Vance qu'avec... Et voilà, parce qu'il est catholique. Vous avez tout résumé. On a tendance à l'oublier. Par ailleurs, connaissant Trump, il y voit peut-être une situation d'opportunité. Vous voyez, les États-Unis ont un outil de soft power. Il n'a pas eu le Groenland, il n'a pas eu le Canada, mais il a eu le Vatican qui est tombé du ciel. Et en plus, la semaine précédente, il avait fait ce post sur les réseaux sociaux où il était grimé via l'intelligence artificielle en pape en mettant Make the Pope Great Again. Oui, c'était pas très heureux. Mais vous n'avez pas d'humour le vendredi, Gauthier Lebret. Et Gabriel Cluzel, vous dites c'est pas forcément de la politique. Lorsque Benoît XVI effectue son premier déplacement à Lampedusa, c'est ô combien politique, ô combien symbolique. Le pape François, pardonnez-moi. Parce que Benoît XVI... Pardon. Allez-y, Gabriel. Non, mais il faut quand même se rappeler que l'Église catholique n'est pas une ONG, donc elle s'occupe du sort des pauvres, et ça c'est tout à fait légitime, mais tout ce qu'elle fait n'est pas politique. Et alors c'est vrai qu'il peut y avoir des répercussions politiques. On compare Jean-Paul II et on se dit et avec le mur de Berlin qui a fait tomber le mur de Berlin, et on se dit que le nouveau pape va faire tomber le mur qu'a érigé Donald Trump. La petite différence, c'est que les gens de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, ils pouvaient pas sortir à cause de ce mur. Là, c'est des gens qui souhaitent absolument rentrer aux États-Unis. Ça fait quand même une différence majeure. Ça me semble être des parallèles tout à fait mal taillés. Donc non, tout n'est pas politique. Par ailleurs, vous savez, c'est un pape des périphéries. Il va devoir s'occuper de toutes les périphéries. Parce que J.D. Vance, il a derrière lui des périphéries, celle de l'Amérique profonde, de l'Amérique déclassée. Donc, si vous voulez, il n'est pas impossible qu'il s'y intéresse en tant qu'Américain. Vous avez entièrement raison. Et l'Europe aussi a ses périphéries. Natif de Chicago, Léon XIV, rappelons-le. On veut aller sur le terrain. On va voir Frédéric Michel, qui est l'envoyé spécial pour Europe 1. Cher Frédéric, on a un débat dans le studio d'Europe 1 sur la question de savoir si cette élection est une élection plus politique que religieuse. Est-ce que c'est un débat qu'il peut y avoir chez les fidèles autour de la basilique Saint-Pierre depuis hier ? Alors non, pas forcément. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré longuement ce matin le cardinal Jean-Paul Vesco, qui est archevêque d'Alger. C'est un cardinal franco-algérien. Il nous a parlé de comment ça s'est passé. D'abord, il nous dit qu'il ne faut vraiment pas imaginer que c'est une élection comme une élection présidentielle, l'élection législative. Ça n'a rien à voir. Vraiment, il l'a répété. Alors ce sont ses mots. Il y a vraiment une grande écoute. Il y a évidemment des courants à travers l'Église, mais hier, il nous expliquait bien que ça a été une évidence. Ça a été une évidence pour tous, parce que la personnalité du nouveau pape, vous avez dit très cosmopolite, qui parle plusieurs langues, très très bien l'espagnol, l'italien, l'anglais, il n'est pas forcément francophone, même si en effet son père est d'origine française, mais ça a été une évidence parce que il y a cette personnalité d'un homme discret, mais d'un homme qui sait mener des équipes aussi par son passé, par son travail ici à la curie romaine. Il a aussi gagné des points. Il était proche aussi du pape François avec un autre style. Voilà, donc il ne faut pas regarder à la lumière de nos élections à nous, cette élection sur le terrain. Et puis je peux aussi répondre... Mais Frédéric, permettez-moi de vous couper. Simplement, je ne suis même pas sûr que les auditeurs ou même nous autour du plateau, on irait sur ce terrain en disant ce qui s'est passé pendant 24 heures dans le conclave, c'est la même chose que pour une élection législative. Simplement de voir les symboliques, les enjeux, évidemment, puisqu'il y a l'aspect spirituel qui est essentiel. Et nombreux sont les témoignages qui nous parviennent d'un moment heureux, apaisant, bien sûr. Oui, exactement. Mais le repas était à cette image. Je me racontais le cardinal Jean-Paul Vesco, c'est-à-dire que hier, tous les cardinaux sont rentrés à la résidence Sainte-Marthe pour prendre leur dîner. Le pape est arrivé dans ses habits à
dîner avec eux et ça s'est passé dans la joie. On m'a même dit qu'on a bu un peu de vin à table. Donc voilà, mais c'est une nouvelle fois que les progressistes, les réformateurs, tout le monde semblait d'accord sur ce nom. Au 4e tour, c'est allé très rapidement, plus rapidement que pour François. C'est le même nombre de tours que pour le pape Ratzinger, Benoît XVI. Et puis, je vous apporte une dernière information. Vous me demandiez, vous parliez tout à l'heure avec votre auditeur, voilà, de son premier voyage. Il devrait normalement, parce que c'était prévu aussi pour le pape François, se rendre pour la commémoration du premier concile de Nicée. Vous vous rappelez peut-être de Nicée, c'était en 325. Donc voilà, là on est. C'était hier. Exactement. C'était hier. Alors, Frédéric, donc c'est à Nicée qu'il ira. On va en parler juste. Pardonnez-moi, on est un tout petit peu pressé par la pause, mais on en parlera juste après une courte pause avec Charlotte Dornelas. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h pour On marche sur la tête. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Elliott Deval. 17h sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 18h pour On marche sur la tête en direct sur Europe 1. Je le disais en début d'émission, notre fil rouge, c'est bien sûr et bien évidemment le pape Léon XIV. Les toutes dernières informations concernant le pape, les indiscrétions du conclave. On est toujours avec Fabien Lecoeuvre, Charlotte Dornelas, Olivier d'Artigol, Gauthier Lebret, Gabriel Cluzel. Nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. Le spécialiste du Vatican, Christophe Dickès, pour l'Église, ce que le monde lui doit. Mais alors je regardais, vous avez vraiment écrit beaucoup sur le Vatican Vérités et Légendes, ces 12 papes qui ont bouleversé le monde, dictionnaire du Vatican. Christophe, bonjour. Bonjour Elliott. Est-ce que le spécialiste du Vatican que vous êtes avait anticipé la nomination de Léon XIV? Non, parce que en fait, on pensait tous à un pape européen. Vous savez, il y avait un adage qui n'a plus cours désormais aujourd'hui, c'est qu'un pape ne doit être ni jésuite, et on a eu un pape jésuite, ni américain. Pourquoi ? Parce que depuis la Grande Guerre, c'est-à-dire que depuis que les Américains dominent le monde, eh bien, on n'élit pas un pape américain qui vient d'Amérique du Nord. Mais alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, que ce pape n'est pas vraiment un Américain, il est plus un pape universel. Pourquoi ? Parce que d'abord... Polyglotte, d'abord parce que même le langage des signes, parce que il est d'abord d'origine européenne, français par son père, italien par sa mère, américain de nationalité, mais ensuite il a passé la plupart de son temps en Amérique du Sud. Et donc en soi, il représente cette universalité de l'Église. Le pape François n'arrêtait pas de parler de pont, sauf qu'on avait l'impression avec le pape François d'avoir un pont entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Sud. Là, on a un vrai pont entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe. On est ensemble, je le disais, jusqu'à 18h pour On marche sur la tête. Si vous avez mille et une questions autour du pape Léon XIV, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21 et Christophe Dickès il répondra bien évidemment. Mais avant cela, je voudrais quand même qu'on écoute Emmanuel Macron parce que c'est très intéressant quand même ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que le monde s'est rappelé... Ah oui, c'est-à-dire que dans la hiérarchie des informations, la nomination du pape est au-dessus d'un discours du président de la République. Et c'est tout aussi symbolique quand on revient à son discours lundi devant la Grande Loge de France, où il nous avait dit la France laïque était la fille aînée de la République. Vous expliquez qu'il fallait absolument fille naturelle de la République. Ouais. Il nous expliquait que il fallait pas inscrire dans la Constitution, en gros. Hein. C'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que vous l'avez compris différemment. Qui peut dire totalement autre chose si le public change. Vous avez entièrement raison, puisque c'était le cardinal Emmanuel Macron à Notre-Dame quand il avait dit nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous. Voilà. Bon, mais ce qui est très intéressant, c'est que toutes les chaînes ont coupé Emmanuel Macron et que finalement on pourrait peut-être se poser la question de savoir si le pape est plus important que le président. Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a réagi à la nomination du pape Léon XIV cet après-midi. Écoutez. Le meilleur pour lui et pour nous. Et je crois que son message d'unité et de paix hier était un message très fort et qu'on a vu tout de suite
une sérénité et une bienveillance chez ce pape qui nous a réjouis. Et je pense que c'est forcément le bon choix, c'est celui des cardinaux. En tout cas, c'est un pape qui a déjà exprimé des messages forts dont on a besoin. Gauthier, vous me dites que toutes les chaînes n'ont pas coupé finalement. Il me semble que CNews a gardé le discours du président de la République et que BFM aussi. Alors il y avait des doubles fenêtres entre la cheminée du conclave et le Habemus Papam et le discours du président de la République, mais on n'a pas encore coupé totalement la chic. Moi, je commence à m'habituer à ces deux oiseaux là, à côté de la cheminée. Les mouettes. Les nouvelles stars. Oui, les nouvelles stars. Que sont-elles effectivement, devenues au moment de la fumée blanche. Ce qu'on va faire, Christophe, C'est pas une investigation. avec vous, on va se poser et nous allons faire une sorte de le oui ou non. Et c'est plus compliqué que ça. Je vais vous poser une question, vous allez répondre par oui ou par non, ou vous allez me dire c'est plus compliqué que ça, parce que l'idée c'est de se poser toutes les questions que les auditeurs d'Europe 1 peuvent se poser autour du pape Léon XIV, qui est croyant comme non croyant d'ailleurs, et c'est vrai qu'il y avait des millions, le pape est croyant, quand même, rassurez-moi. les auditeurs, Charlotte Dornelas. Mais je sais qu'avec vous il y a un besoin de préciser. Oui, la phrase est alambiquée. La phrase était alambiquée. Oui, oui, c'est vrai qu'on a cru un instant que le pape pouvait être croyant ou non croyant. Mais voilà. Mais après tout, c'est dans le secret de son Oui, cœur. c'est vrai. Vous lui avez posé la question, Gauthier Lebras ? Franchement, si on a un pape non croyant... Bon. Allez, alors... Mais dans son homélie, il a quand même parlé de la foi des catholiques. À quoi doit-on croire ? Olivier d'Artigol. Oui, ça c'est... Mais non, c'est une question. Là aussi, il y a des catholiques américains, par exemple, qui ne... ne... pas en la présence réelle, oui. c'est ça ? Oui, j'entends ça depuis ce matin. Christophe Dickès. Revenons à ce... Bah oui, vous avez raison. Ça vous intéresse pas le oui, le non, ou c'est plus compliqué que ça ? Un conclave en si peu de temps, Christophe Dickès, est-ce bon signe ? Oui. Oui, parce que c'est le symbole de l'unité. Alors, on est étonné de voir que la moyenne du nombre de scrutins sur les conclaves de Léon XIII justement jusqu'à nos jours, c'est de 7 scrutins. Donc là, on est vraiment en dessous. On est autant que le nombre de scrutins du pape Benoît XVI, que du pape Jean-Paul Ier, et un scrutin de plus que le pape Pie XII. Donc c'est le symbole d'une unité, et c'est le symbole aussi... qui montre l'importance de ce qu'on appelle les congrégations générales, le fait que avant l'entrée en conclave, eh bien les cardinaux dessinent le meilleur pour l'Église, dessinent les grands défis de l'Église de demain, les besoins et en conséquence le meilleur personnage qui puisse répondre à ces défis. Cardinaux, je rappelle la règle du oui, du non ou du c'est plus compliqué que ça, c'est soit oui, soit non, ou soit c'est oui, mais c'est plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas d'explication ? Mais c'est soit oui direct, soit non direct, soit oui, mais c'est plus compliqué que ça, et là vous pouvez préciser. Léon XIV est-il un pape conservateur ? Non. C'est plus compliqué que ça. Très rapidement, allez-y. Pourquoi ? Tout simplement, je crois que la meilleure image, c'est la synthèse de ce matin et de cette homélie. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez une homélie très ratzingerienne, très Benoît XVI, et de l'autre côté, une homélie très franciscaine. Et je crois que ce pape, c'est le pape des synthèses. Je pourrais développer, mais vous m'interdisez de le faire. Non, parce qu'on a 1001 questions, donc on n'a pas 1001 heures. Donc il faut absolument qu'on vous les pose. Est-ce un pape jeune quand on a 69 ans ? Oui, c'est un pape jeune. Et quand on sait aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à 85, 87, 89 ans, 90 ans. Le pape, la moyenne des élections, c'est 68 ans. L'âge moyen, d'un pape au 21e siècle, c'est 68 ans. Et lui, il est dans cette moyenne. Le pontificat moyen, c'est une quinzaine d'années. Donc, je pense qu'il ira bien au-delà, il ira jusqu'à 20 ans. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais la priorité, ce sont vraiment les auditeurs d'Europe 1, comme à chaque fois dans cette émission, pour On marche sur la tête. Isabelle, bonjour. Bonjour Elliot et bonjour à toute l'équipe, Gabriel, Charlotte, Olivier, je vous écoute toujours avec C'est bien d'oublier Gauthier, c'est parfait. Vous avez bien... La messe est dite, comme on dit. Non mais Gauthier, il passe à 21h sur CNews, alors c'est bon. C'est vrai qu'effectivement. Vous saluerez à 21h alors. Oui. Et puis on va voir Philippe de Villiers avec vous. À 19h, bien sûr. 19h, que vous pouvez retrouver
sur Europe 1 tous les samedis à 10h d'ailleurs, chère Isabelle. Et puis le samedi, on a Michel Onfray avec... c'est bien, on a fait des programmes. Isabelle, ça fait de nombreuses homélies. Vous êtes, Et puis vous pourrez retrouver aussi Olivier d'Artigola, 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Belle année. Bon, chère Isabelle, déjà, je constate que vous êtes une fidèle auditrice et téléspectatrice. Oui, Tant mieux. j'écoute, j'ouvre mes oreilles. Alors, le monsieur qui a parlé précédemment... Christophe Dickès. Christophe Dickès, je m'en excuse, m'a coupé l'herbe sur le pied parce que justement, moi, ce que j'ai remarqué, il y a 3 signes forts que j'ai remarqués. La première chose, c'est que le pape n'était pas habillé en blanc. Donc, on revient aux traditions. La deuxième chose que j'ai remarquée... Contrairement au pape François, je le précise pour les auditeurs qui n'ont pas l'image de l'arrivée du pape François. Je suis croyante non pratiquante. Je vais prier quand j'en ai envie, mais je ne vais pas à la messe. Voilà. C'est ma façon à moi de... Voilà. Et puis je suis arrivée sur le tard en plus. Mais je ne me serais pas permis de vous poser la question d'ailleurs, chère Isabelle. Non, j'ai 57 ans, j'ai commencé à croire en 2018 parce que j'ai rencontré un moine, voilà, et on m'a dit un moine bouddhiste, j'ai dit non, un moine à sandales, voilà, sans dit long sur la société. Bon, peu importe. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que ce pape, moi, j'ai trouvé qu'il avait un visage doux, serein, il avait quelque chose d'extrêmement apaisant. 2 mots qui m'ont frappé, c'est le mot missionnaire. Ça veut dire quelque chose de très très fort. Reconquérir, je pense, l'espace chrétien. Et puis il y a une autre chose aussi qui m'interpelle. Donc mon âge qui est jeune, ça veut dire que c'est un prêtre qui va durer longtemps. Et je pense que ce prêtre, c'est mon analyse personnelle, il est là pour fédérer l'Église. Parce que je pense qu'on arrivait à une dissension entre les catholiques, croyants, non croyants, croyants, non pratiquants, vous voyez. Je pense que moi, le pape François m'a beaucoup déçue quand il a parlé de Marseille et qu'il n'a pas parlé de la France, quand il n'a pas été à Notre-Dame. Voilà, je suis pas dans les dogmes ni rien, mais j'étais blessée. La question que je me pose en vous écoutant, Isabelle, c'est est-ce qu'à travers, alors peut-être pas, ça se fait pas aussi rapidement bien sûr, mais à travers ces premières heures du pape Léon XIV, vous qui n'êtes pas pratiquante, ça a peut-être réveillé en vous une volonté d'aller un peu plus à la messe. Vous êtes dit depuis hier soir, peut-être que dimanche j'irai, chose que je ne faisais pas auparavant. Je vais vous expliquer. Moi, je vais prier toute seule dans la cathédrale de ma ville quand j'en ai besoin pour les bonnes et les mauvaises choses, parce qu'il faut toujours remercier les bonnes choses et pas aller prier quand ça ne va pas. Voilà, ça c'est une chose qui pour moi est extrêmement importante. Et je prie pour les gens qui ne sont pas croyants, qui me demandent d'aller prier. Voilà. Elle est très orthodoxe, Isabelle. Ouais, c'est clair. Christophe Dickès parlait de... Allez-y, pardon, Isabelle. Je pense que ce pape va fédérer. Bon, ça, c'est important. Fédérateur. Bon, écoutez... Fédérateur, je pense qu'il va fédérer. Ah, une dernière chose. Un film que j'aimerais qu'on parle. C'est celui avec Michel Piccoli qui devient pape. Abemus Papam. Abemus Papam. Ouais, extraordinaire. Moi, j'étais pas croyante et je m'étais dit, mais oui, on ne pense pas à la charge émotionnelle et spirituelle. Eh bien, écoutez, un grand merci pour votre témoignage, chère Isabelle. Et si, comme Isabelle, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Abemus Papam. On revient donc aux questions courtes, réponses courtes. Christophe Dickès, vous souhaitiez réagir peut-être à la déclaration d'Isabelle? C'est le pape de l'unité. Ce mot d'unité est revenu dans les congrégations générales. Il est extrêmement important. Il est la conséquence des fractures qu'il y a pu y avoir sous le pontificat de François. Il y a une devise. Vous savez, chaque évêque a une devise. Et donc, le pape reprend sa devise d'évêque. Et la devise du pape, donc Léon XIV, c'est « Dans l'unique Christ, nous sommes un ». Nous sommes un. Donc cette unité est très importante. Elle fait même partie de son ordre religieux, les Augustiniens, qui ont comme mot d'ordre notamment cette idée d'unité et de bien commun. Christophe Dickès est avec nous. Vous êtes auteur spécialiste du Vatican. Vous avez écrit entre autres pour l'Église ce que le monde lui doit. On reprend notre question-réponse. Alors vous avez la possibilité de dire oui, non ou oui. C'est plus compliqué que ça. Est-ce que le plus grand défi du pape Léon, c'est la déchristianisation de l'Europe? Vous pouvez répondre, rapidement. Pas seulement. Parce que
quand même, on a une bascule du christianisme vers le sud, mais et ça il faut le rappeler parce qu'on n'en a pas forcément conscience, les États-Unis c'est 69 millions de catholiques. C'est le 4e pays le plus catholique au monde, derrière le Brésil, le Mexique et les Philippines. Et je pense le poumon de l'Église de Rome, on est en Europe. Est-ce que le plus grand défi pour Léon XIV, c'est de rechristianiser en quelque sorte l'Europe face à une Europe qui se déchristianise? En partie, mais je crois que ce pape a été élu aussi pour réconcilier Rome et les États-Unis. On avance. Est-ce que son premier déplacement va déterminer son pontificat? Ah, c'est possible, oui. Est-ce qu'on peut imaginer une visite de Léon XIV en France? Oh bah oui. Vous dites bah oui, mais par exemple, le pape François n'est jamais venu en France. Non, mais il a des liens avec la Normandie. Il est venu 3 fois, mais pas en visite d'État, pardonnez-moi. Il n'est jamais venu officiellement en France, mais aucun quand même. Déplacement en Espagne, notre pays a plutôt été bien traité par François. Pas véritablement, puisqu'il quand il est allé à Strasbourg, il n'est même pas allé. Quand il est allé à Marseille, il a bien précisé qu'il n'est pas. Merci Gabriel. Ma question n'est pas si sotte. Il n'a pas fait de visite d'État. Au Vélodrome à Marseille, il dit bonjour Marseille, bonjour la France. On a surdimensionné tout ça. Il me semble. D'accord, c'est de la faute des journalistes, bien sûr. Est-ce que Christophe Dickès, le choix d'un pape américain est un choix politique? Oui, non, ou c'est plus compliqué que cela? Pourquoi? C'est plus compliqué que cela parce que justement, c'est ce que je viens de dire. Je crois que un des choix des cardinaux, c'était de renouer les liens qui existent entre Rome et les États-Unis, non pas simplement sur le plan politique, mais sur le plan, pardonnez-moi le terme technique, ecclésiologique, c'est-à-dire la vie de l'Église. Et il y a eu un fossé entre l'Église américaine et le pape François. Et le problème de ce fossé, c'est que il est aussi financier, c'est qu'un des plus grands contributeurs des finances vaticanes, ça a été l'Église américaine. Or, cette Église américaine, à cause des critiques de l'Occident et du libéralisme du pape François, a arrêté de donner, ou en tous les cas a moins donné au Vatican. Et le Vatican a aussi besoin d'argent. Je pense qu'une des idées reçues les plus communément développées dans tout le monde anticlérical, c'est le fait que le Vatican soit riche. Le Vatican n'est pas riche. Le Vatican a un budget d'1 milliard. 1 milliard, c'est l'équivalent de une région française. Et il a un déficit de 70 millions qu'il faut combler. Et je pense que les États-Unis vont contribuer à combler ce déficit. Eh bien, écoutez, un grand merci Christophe Dickès, puisque vous avez répondu à toute notre question. Si, il y a 1001 questions, mais il y a 1001 émissions. Donc, vous reviendrez régulièrement. C'est plus compliqué que ça. Alors, vous savez que chaque année... Charlotte Dornelas qui demande, franchement, que Charlotte Dornelas pose cette question, soit c'était une technique pour vous réduire. Mais elle est encore une nouvelle fois, Charlotte Dornelas, en train... Chaque fois qu'il y a eu... On est à la limite de l'insulte, mais bon. Chaque fois qu'il y a eu... Il y a un mauvais climat, il y a un mauvais climat. Écoutez, normalement, le groupe vit bien. Charlotte Dornelas essaye d'envoyer quelques pics. On a mis fin à une série parce que chaque fois qu'il y a eu la mort d'un pape et l'élection d'un pape, c'était un club anglais qui gagnait la Ligue des Champions. Génie. Meilleur. Alors là, vous venez de couper la chic, non pas à Emmanuel Macron, mais à Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Christophe. Parce qu'à travers votre question, on a eu une information que nous n'avions pas eue ces dernières heures. On voit bien la relation de cause à effet, mais... Il n'y a aucune relation de cause à effet. Mais les Italiens ont perdu leur pape. Ils n'ont pas eu un pape italien. Je peux vous dire que... Ils l'ont mauvaise. Ils l'ont très mauvaise. Et ce qui serait bien, c'est de rajouter une 4e chose qui est la victoire du PSG contre l'Inter de Milan. Écoutez, Christophe Dickès, vous êtes un expert du Vatican, mais je vous aime beaucoup pour vos analyses footballistiques.